Unité 10. La France et l'Europe. Piste 1. Que représente pour vous le 14 juillet? Écoutez et notez les phrases qui vous semblent convenir. C'est la date de l'exécution de Louis XVI. C'est la chute de la royauté. C'est la date de la Première République. C'est la fin de l'Ancien Régime. C'est la date symbole de la Révolution française. C'est la date de la Déclaration des droits de l'homme. Quelles affirmations correspondent à votre signification du 14 juillet? Nous avons interrogé plusieurs personnes sur la signification du 14 juillet, en leur posant la question suivante. Que représente pour vous, historiquement, le 14 juillet? Écoutez ce qu'elles ont répondu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, historiquement, le 14 juillet? Liberté, fraternité, égalité. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, c'est un grand symbole en fait. Parce que c'est la chute de... Enfin, pour moi, ça symbolise la chute de l'autorité royale et la victoire du peuple, quoi. C'est le début de la démocratie, quoi. Le 14 juillet. Le 14 juillet, disons que ça représente avant tout la date de la Révolution française. C'est-à-dire le renversement de l'Ancien Régime, la prise de la Bastille. C'est une date importante pour vous? Je pense que ça a changé beaucoup de choses en France et particulièrement aussi en Europe. Par exemple? Dans la mesure où ça a permis, si on peut dire, un peu au peuple de venir un peu plus sur l'avant-scène sur le plan politique et que ça a inspiré d'autres pays. Pas grand-chose. Souvent le 14 juillet c'est les vacances, quoi. Donc le feu d'artifice, etc. Ça vous rappelle rien historiquement? Historiquement, 14 juillet c'est la prise de la Bastille. Donc la Révolution, etc., quoi. Donc il y a eu le bicentenaire en 89 là. Avant tout, la prise de la Bastille à Paris, je crois que c'était le grand mouvement qui a été enclenché en 1789 et qui a donné lieu à la Révolution, et puis avec tout ce que ça a entraîné ensuite, la République. C'était, je pense, pour le 14 juillet 1789 et pour les gens qui ont pris la Bastille, c'était le symbole réel de l'arrivée de la liberté, la fin de la royauté, et puis aussi, je crois, le début des droits de l'homme, puisque quelques années plus tard était votée la Convention des droits de l'homme. Alors, historiquement, le 14 juillet, c'était la prise de la Bastille. Ça signifie la fin de l'Ancien Régime. La chute de l'autorité royale. Le début de la démocratie. Liberté, égalité, fraternité. Le grand mouvement qui a donné lieu à la Révolution, à la République. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. » Piste 2. Les partis politiques français. Les partis politiques de la France moderne remontent au début du XXe siècle. Le politologue François Vallon nous en fait le tableau. Les partis politiques français remontent pour les plus anciens au début du XXe siècle. Le doyen d'entre eux est le Parti radical, né en 1901. Un grand parti socialiste est apparu en 1905, d'où est né, après une scission, un parti communiste en 1920. Il a fallu par contre attendre 1958 pour voir apparaître un grand parti de droite, très structuré, un parti gaulliste qui est une originalité française. À tous ces partis qui existent encore aujourd'hui, il faut ajouter quelques mouvements beaucoup plus récents. L'Union de la démocratie française, apparue en 1978, qui regroupe une droite modérée et une tradition démocrate chrétienne. À la fin des années 80, à l'extrême droite, le Front National, et enfin très récemment, aussi dans ces années 80, un mouvement écologique sous forme de deux partis, aujourd'hui frères et rivaux, les Verts et Génération Écologie. Alors, il y a le Parti radical né en 1901, le Parti socialiste apparu en 1905 et le Parti communiste qui est né d'une scission du Parti socialiste en 1920. En 1958, nous voyons apparaître le Parti gaulliste, parti de droite. Et en 1978, l'Union pour la démocratie française, droite modérée. La fin des années 80 voit, à l'extrême droite, le Front National et plus récemment deux partis du mouvement écologique, les Verts et Génération Écologie. Répondez maintenant. De tous les partis politiques français, quel est le plus ancien?
Le Parti radical. Quel parti est né en 1920 d'une scission du Parti socialiste? Le Parti communiste. Quelles sont les caractéristiques du Parti gaulliste? C'est un parti de droite. Un parti très structuré. En quelle année est-il apparu? En 1958. Comment s'appelle le parti de droite modéré fondé en 1978? L'Union pour la démocratie française. Bon. Et les deux partis écologiques s'appellent? Les Verts et Génération Écologie. Bon, alors, vous savez ce que signifie le 14 juillet? Vous connaissez l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez une idée des partis politiques français. Et l'Europe, vous connaissez? Voilà quelques dates clés. Avril 1951. Un traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est signé entre la France, l'Italie, la République fédérale allemande, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Mars 1957. Les 6 pays mentionnés ci-dessus signent le traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne, appelée aussi le marché commun. Janvier 1973. Avec l'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans le marché commun, l'Europe passe à 9 membres. En janvier 1981, l'Europe passe à 10 membres avec l'adhésion de la Grèce. Janvier 1986. Avec l'arrivée de l'Espagne et du Portugal, l'Europe a désormais 12 membres et l'acte unique européen est signé entre les États membres. Décembre 1992, à Maastricht, les chefs d'État et de gouvernement des 12 décident d'instituer une union politique européenne. Piste 3. Un espoir sur le plan politique. Quelques personnes nous donnent leurs opinions sur l'Europe en répondant à la question: Est-ce que vous pouvez dire ce que représente pour vous l'Europe? Écoutez ce qu'elles disent. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que représente pour vous l'Europe? Pour moi, l'Europe, ça représente l'avenir. Ça représente un espoir sur le plan politique, sur le plan économique. C'est l'espoir de vivre, de compter quand même un peu dans le monde sur le plan économique et politique. L'Europe, c'est la choucroute, la paella, les spaghettis, tout ça, quoi. L'Europe, c'est ma patrie. L'Europe, pour moi, c'est essentiellement l'abolition des contrôles aux frontières. C'est aussi l'harmonisation des législations. L'Europe, je pense à la communauté européenne, je pense à Maastricht, enfin, c'est l'avenir, quoi. Pour moi, l'Europe, c'est le grand marché uni. C'est une union qui est à la fois monétaire, mais au-delà de tout ça, c'est plusieurs personnes qui réussissent à communiquer dans différentes langues. Et je pense que dans quelques années, tout le monde devrait être en mesure de parler au moins 3 ou 4 langues différentes. Alors, pour les personnes interrogées, que représente l'Europe? Ça représente l'avenir, ça représente un espoir sur le plan politique, sur le plan économique. C'est la choucroute, la paella, les spaghettis, quoi. C'est ma patrie. C'est l'abolition des contrôles aux frontières, l'harmonisation des législations. C'est le grand marché uni. C'est plusieurs personnes qui réussissent à communiquer dans différentes langues. Dans quelques années, tout le monde devrait être en mesure de parler au moins 3 ou 4 langues différentes. Quelle langue parlez-vous? Français et anglais. Et vous? Français, anglais et espagnol. Et vous? Français, anglais et allemand. Mais ce n'est pas assez. Il faut apprendre l'italien, le russe, le chinois, l'arabe, le néerlandais, le hongrois. En attendant, voyons ce qui se passe du côté du Nord-Pas-de-Calais. Pierre Mauroy, ex-premier ministre de François Mitterrand,
et aujourd'hui sénateur et maire de Lille, la capitale des Flandres, se passionne pour le développement du Nord-Pas-de-Calais, autrefois la première région industrielle française, qui aujourd'hui se bat pour occuper une place européenne d'importance. Dans une interview donnée au magazine belge Tendance, il a parlé de la collaboration franco-belge dans la région et de ce que représentent les entreprises belges qui s'y sont installées. Lisez l'article intitulé « La 10e province ». Vous le trouverez dans le livre. Pierre Mauroy est aussi le président de la communauté urbaine de Lille et un des artisans de cette métropole. Piste 4. Une ville de rencontre. À notre journaliste, Laurence Relin, il explique ses vues sur le futur de Lille. Écoutez ce qu'il dit. Notamment, écoutez bien ce qu'il dit sur les fonctions de Lille. Il en envisage 3. Je pense que nous réussirons à faire une métropole européenne. C'est-à-dire une ville qui, jusque-là, avait une fonction régionale, pourra avoir véritablement une fonction nationale, être sans doute une des principales agglomérations françaises. Actuellement déjà, vous savez, à côté des 1 200 000 Lillois, les nordistes, vous avez 500 000 Belges qui veulent vivre avec Lille, qui considèrent que c'est Lille leur métropole. Il y a à la fois des Flamands et des Wallons, c'est-à-dire que nous formons un ensemble de 1 700 000. Eh bien, 1 700 000 habitants, c'est la deuxième métropole française après Paris. Eh bien, nous pensons que ce qui est encore un mot, et en tous les cas un espoir, sera réalité dans les 10 ans. Lille deviendra une ville point de passage, une ville de rencontre. Alors j'espère que les Britanniques qui voudront rencontrer des Parisiens se diront, écoutez, amis parisiens, faites la moitié du chemin, on va se rencontrer à Lille. De même que la rencontre avec les Belges, oui, beaucoup de ces rencontres se feront à Lille. Pierre Mauroy est ambitieux pour Lille, n'est-ce pas? Il nous a précisé 3 fonctions pour Lille. Quelles sont-elles? Une métropole européenne avec une fonction nationale, une des principales agglomérations françaises. D'après Mauroy, combien de Belges considèrent que Lille est leur métropole? 500 000. D'après Mauroy, quelle sorte de ville deviendra Lille? Un point de passage. Une ville de rencontre. Piste 5. La technologie moderne s'installe à Lille. Pierre Mauroy nous explique le développement de Lille et ses transformations qui ont attiré bien des compagnies à s'installer dans la métropole régionale. Cette métropole est une métropole avec d'un côté encore de puissantes industries traditionnelles. Elles sont plutôt à Roubaix d'ailleurs. Roubaix est connu dans le monde pour la laine. Roubaix est connu dans le monde pour la vente par correspondance. Quant à Lille, les transformations se font plutôt vers la haute technologie. Lille, par exemple, a un CHU, 16 000 personnes fréquentent ce CHU, l'hôpital régional de Lille, c'est le CHU de toute la région. L'Agence française du médicament va venir s'installer à Lille, ça c'est très important. Et nous avons aussi un institut Pasteur. Le gouvernement a décidé, compte tenu du développement de Lille, que l'Institut de la propriété industrielle, c'est-à-dire là où sont entreposés, vous savez, tous les registres de tous les brevets d'un pays, eh bien, viendrait s'installer à Lille. De plus, de nombreuses entreprises, je vais vous citer Bull pour l'informatique, mais je pourrais en vous citer bien d'autres, ont décidé d'avoir des sièges sociaux à Lille. C'est-à-dire que, de plus en plus, la technologie moderne, et même la haute technologie, s'installe à Lille. Et maintenant, quelques questions. Mauroy mentionne 2 industries qui font la réputation mondiale de Roubaix. Quelles sont-elles? L'industrie de la laine et la vente par correspondance. Bien. Et à Lille, on se spécialise dans quoi?
Dans la haute technologie. Exactement. Quelle agence française va s'installer à Lille? L'Agence française du médicament. Quel institut a-t-on déjà à Lille? L'Institut Pasteur. Quel institut, par décision du gouvernement, viendra s'installer à Lille? L'Institut de la propriété industrielle. De quoi s'occupe l'Institut de la propriété industrielle? Il s'occupe de tous les registres, tous les brevets industriels de toute la France. Le maire de Lille a un projet très spécial pour sa ville. Avec le TGV, on s'attend à avoir plus de 30 millions de voyageurs en gare de Lille. Et cela demande de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace, comme l'a dit Danton. Piste 6. À la limite de l'audace. Pierre Mauroy nous parle d'Euralille, le Centre international des affaires à Lille. Je dois dire que le grand signal a été mon projet de centre international Euralille, c'est-à-dire le centre international tertiaire, le centre international des affaires. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'île, par an, c'est 9 millions de voyageurs qui montent et qui descendent dans le train en gare centrale de Lille. Lille a toujours été d'ailleurs la première gare française ferroviaire, après les gares parisiennes. Mais en France, il faut toujours considérer qu'en province, on est après Paris. Lorsque le TGV sera là, eh bien, on passera de 9 millions de voyageurs par an à 30 millions de voyageurs par an. Alors j'ai pensé que dès lors que nous allons voir passer 30 millions de voyageurs qui vont monter ou descendre en gare de Lille, il était essentiel de lancer un très grand centre international avec 3 belles tours qui seront faites par 3 grands architectes sur le plan international. Alors ça a été le révélateur. Je dis, comment ils vont avoir le TGV, ils vont avoir le tunnel, ils osent comme ça lancer 3 tours à Lille, ils osent lancer un centre international. Eh bien oui, ce pari était à la limite de l'audace et de la témérité, mais nous allons le gagner, ce pari. Pour M. Mauroy, il était essentiel de lancer un grand centre international des affaires, avec 3 tours qui seront faites par 3 grands architectes sur le plan international. Le site d'Euralille est tout autour de la gare d'interconnexion TGV, qui s'appellera Lille-Europe. L'investissement global représente près de 5 milliards de francs français, dont 3,5 milliards émanent du secteur privé. Comme l'a dit M. Mauroy, on est vraiment à la limite de l'audace et de la témérité. Lisez maintenant les témoignages de 3 entreprises qui se sont installées à Lille, puis faites le tour de France en 35 questions. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Mais restez à l'écoute, ce n'est pas fini. Nous avons sélectionné pour vous des extraits inédits. Retournez la cassette et écoutez nos extraits côté 2.